Bonjour à tous et bienvenue dans le QG Weekend. Voici les principaux titres de l'actualité. Une fête de l'indépendance avec en toile de fond la crise sécuritaire dans plusieurs régions de l'Est et la crise économique. La République démocratique du Congo et ses principaux défis rappelés par le président de la République dans son discours à la nation ce jeudi. L'Angola, un pays en quête de diversification économique. Le gouvernement et la Banque mondiale signent un accord de financement de 300 millions de dollars pour accélérer le processus. Du sport également à suivre dans ce journal avec le rallye du Maroc qui se prépare. Coup d'envoi de l'événement le 12 octobre prochain pour cette course qui reste l'une des plus difficiles au monde. Le Conseil de sécurité de l'ONU approuve le départ de la MINUSMA, la mission des casques bleus au Mali. La résolution a été adoptée ce vendredi à l'unanimité, mettant ainsi un terme à la mission à partir de ce 30 juin et à partir de ce 1er juillet. Les casques bleus cesseront leurs activités pour organiser ce départ d'ici le 31 décembre. La junte malienne a réclamé le 16 juin dernier le retrait sans délai de la mission des Nations Unies. À l'ONU, c'était donc un bras de fer diplomatique qui s'était engagé. C'est donc une réunion sous haute tension qui s'est ouverte ce vendredi à New York, qui a donc fini par acter le départ au cours des 6 prochains mois des 15 000 militaires, policiers et civils déployés sur les 12 bases de l'ONU au Mali, principalement implantées dans le nord et le centre, là où le terrorisme ne cesse de s'intensifier depuis 2012. Crise sécuritaire, crise humanitaire et inflation. Voilà en substance les points principaux abordés par le président congolais Félix Tshisekedi, discours à la nation à l'occasion du 63e anniversaire de l'accession à l'indépendance, célébré ce vendredi 30 juin. Dans son allocution, le chef de l'État a par ailleurs affirmé sa détermination à aller vers les élections dans les délais constitutionnels, promettant un scrutin libre et transparent le 20 décembre prochain. Il s'est en outre engagé à garantir de meilleures perspectives économiques. Il faut dire que les populations attendent des réponses concrètes sur différents fronts, notamment sur le plan sécuritaire avec cette insécurité qui gangrène l'Est du pays. Écoutez le président Félix Tshisekedi. Il est vrai que cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. Au défi permanent de la préservation de la liberté chèrement acquise, nous devons inlassablement associer celui de la poursuite de la noble et grandiose œuvre qu'est la bataille pour le développement économique et social de notre pays, de manière à mériter ainsi le rêve et les sacrifices consentis par nos pères de l'indépendance. Dans l'actualité également, le recours déposé par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo pour être inscrit sur la liste électorale en Côte d'Ivoire est rejeté par la commission électorale. Rejet ce vendredi. Si l'ancien président a été acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité, il reste sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest en 2011. Avec ce rejet, Laurent Gbagbo pourrait donc ne pas pouvoir prendre part au vote lors des élections locales prévues le 2 septembre 2023. Pas de répit pour la guerre au Soudan. Les affrontements se sont poursuivis ce vendredi dans la capitale Khartoum entre l'armée régulière et les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo. Aucune trêve même dans le cadre des célébrations religieuses de l'Aïd. La guerre se déroule également en dehors de Khartoum. Les exactions se multiplient notamment au Darfour. Ce jeudi, le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé la libération de 125 soldats soudanais détenus par les forces de soutien rapide. Pour l'heure, aucune réaction à ce sujet du côté de l'armée régulière. Pour ce qui est des combats, depuis le 15 avril, ils ont fait au moins 2000 morts, plus de 2
mois de guerre entre l'armée et les paramilitaires qui a également forcé plus de 2,5 millions de personnes à fuir le pays. Des réfugiés qui prennent la direction des pays voisins à l'instar du Tchad. Écoutez à ce propos le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby, qui face aux arrivées massives de population dénonce l'inaction de la communauté internationale. Écoutez. J'invite tout Tchadien à offrir ce qu'il peut, car dans cette situation, nous sommes presque seuls et nous ne pouvons pas laisser mourir de faim nos frères soudanais. Je dis cela avec un brin d'amertume, comme je l'ai récemment expliqué lors du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier. La communauté internationale est insensible face à cette catastrophe. Nous avons vu tous comment elle s'est mobilisée face aux réfugiés ukrainiens, par exemple. C'est à croire qu'une vie vale plus qu'une autre. Cette forme d'injustice doit cesser. Son économie repose encore essentiellement sur l'exploitation pétrolière. Il s'agit de l'économie angolaise dont la structure est en quête de diversification. Ce territoire est pourtant l'un des pays d'Afrique les mieux dotés en ressources naturelles. Alors pour soutenir les efforts visant à diversifier son économie, le gouvernement angolais reçoit l'appui de la Banque mondiale. Joël Ballot. En fin 2022, le taux de chômage en Angola est passé sous la barre des 30%, mais le chômage des jeunes est resté supérieur à 50% selon l'Institut national des statistiques. En soutien aux réformes lancées par le président João Lourenço, un accord de financement pour le projet de diversification économique accélérée et de création d'emplois d'un montant de 300 millions de dollars a été signé entre le gouvernement angolais et la Banque mondiale. Ce projet devrait bénéficier à 12 000 entreprises pour améliorer l'environnement des affaires. La Banque mondiale et le gouvernement angolais partagent le même avis concernant l'importance de la diversification économique, l'importance de trouver des modes de financement alternatifs des infrastructures, l'importance de la création d'emplois et par conséquent de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. En Angola, le commerce représente environ 60% du PIB. En pariant sur le secteur privé, le gouvernement et la Banque mondiale souhaitent améliorer l'environnement réglementaire et institutionnel du commerce, l'entrée et les opérations des entreprises et des services financiers. Le projet permettra de l'investissement privé dans des secteurs non pétroliers contribuant à la création d'emplois directs et indirects. L'Angola pourra devenir une puissance agro-industrielle et développer d'autres secteurs comme les services technologiques qui peuvent générer des emplois dans les centres urbains. En 2022, l'économie angolaise a continué à se remettre de la crise provoquée par la pandémie, soutenue par le secteur agricole. Avec l'implication du secteur privé, la diversification de l'économie aux activités génératrices de revenus et d'emplois massifs pour la population, en particulier pour les jeunes, reste l'un des défis majeurs à relever. Le commerce intra-africain sur le continent, les échanges entre les pays ne représentent que 15% du commerce. C'est très faible comparé à l'Europe par exemple. En Afrique, il est donc urgent de doper les échanges qui ont néanmoins connu une hausse en 2022, une progression de plus de 18% par rapport à 2021 pour s'établir à plus de 190 milliards de dollars. Philomène Tine. 193,17 milliards de dollars tirés des échanges commerciaux intra-africains en 2022. Ce montant constitue une hausse de 18,6% par rapport à 2021, selon un rapport de la Banque d'import-export Afreximbank en date du 14 juin 2023. Cet embellie a été favorisé par l'excédent commercial de 18,1 milliards de dollars enregistré par le continent en raison de la montée des prix des matières premières et donc des exportations énergétiques vers l'Europe.
il faut commencer à développer des échanges sur le continent. Et je crois que tous les centres d'intelligence, tous les think tanks aujourd'hui sont en train de réfléchir à comment résoudre des problèmes à ce qu'on appelle cycle court. C'est donc dans ce cadre-là qu'il faut voir la croissance de ces échanges, mais il faut qu'on ne passe pas à 18% de croissance, qu'on passe à 100%, 200% de croissance. Il est important que pour les choses fondamentales, l'Afrique développe une capacité à pouvoir échanger sur la terre ferme. Je pense que cette situation que l'on est en train de voir devrait être stimulée par des politiques publiques efficaces. L'Afrique australe reste le principal moteur du commerce intra-africain. Cette région représente 47,4% de l'ensemble des échanges entre les pays du continent. À cet effet, l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine pourrait constituer une importante opportunité de croissance quant aux faibles parts des échanges intra-régionaux dans les autres sous-régions. Et puis de toute façon, l'autre problème, c'est que faute de s'approvisionner aux sources officielles et habituelles à la suite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, dans la géoéconomie est affectée. Ça veut dire qu'en fait, la redistribution des stocks change. On commence à chercher de nouvelles sources d'approvisionnement et on découvre heureusement que nous avons des fois des fournisseurs locaux que nous ne regardons pas simplement parce que dans les habitudes du passé, une certaine colonisation économique était installée. Afreximbank, toujours dans son rapport, estime qu'un important potentiel reste inexploité en termes d'échanges commerciaux dans la plupart des sous-régions du continent africain. Le Rallye du Maroc, l'événement sportif, se déroulera du 12 au 18 octobre et verra la participation de pilotes venus des 4 coins du monde. Sur place, à travers le sud du Maroc, plus de 2000 km à parcourir. José Douglas nous en dit plus. Le calendrier du Rallye du Maroc est désormais connu. La compétition aura lieu du 12 au 18 octobre 2023 et sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une traversée d'ouest en est et un départ de la station balnéaire internationale d'Agadir pour arriver au célèbre village de Merzouga en passant par Zagora. Un prologue et 5 étapes dont 2 en ligne et 3 en boucle pour un total de 2240 km dont 1470 km de spécial. L'étape 4 en ligne entre Zagora et Merzouga sera la plus difficile. D'abord en termes de temps passé en spécial, mais aussi par la variété des terrains. Pistes rapides, pistes nombreuses à démêler, en navigation, herbe à chameau, franchissement des dunes. Il s'agira de l'étape la plus exigeante où les pilotes les plus complets seront à l'honneur. La dernière étape en boucle autour de Merzouga sera une nouvelle occasion de confronter les concurrents aux dunes de l'Ergue Chebi, les plus hautes du Maroc, au pied desquelles sera célébrée l'arrivée. Le Rallye du Maroc sera au cœur de l'actualité des sports mécaniques et de toutes les convoitises des prétendants au titre suprême 2023. La convivialité de la discipline sur les bivouacs est un point important. Vous pouvez profiter au cœur du parc assistance d'une zone concurrente avec tapis, fauteuils, bar, afin que tous les participants se retrouvent une fois rentrés de la piste pour qu'ils puissent échanger, continuer ou refaire la course, et tout cela dans la convivialité. Le Rallye du Maroc sera aussi la répétition générale du Dakar pour les amateurs comme pour les professionnels qui seront au grand complet. À Agadir se tiendra un concert au centre-ville pour accompagner le départ de la course, clôture des inscriptions le 27 septembre et c'est privé toute la journée du 10 et 11 octobre au matin avec des vérifications techniques, administratives au grand stade d'Adrar à Agadir. Cérémonie de remise des prix le 18 octobre à Merzouga. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.